On saute à Londres, pardon, à Madrid. Carlos Bastan, vous êtes architecte et vous avez la responsabilité de coordonner l'action, on pourrait dire, artistique, la création à l'échelle de la métropole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évidemment lancer évidemment des musées et puis revivifier, on le voit, des vieux bâtiments. Ça, c'est une stratégie classique. La Tate Modern à Londres nous a donné un exemple extraordinaire. Et ici, la cité, évidemment, des sciences. On a tout ça en mémoire et sans oublier la gare d'Orsay, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que le Matadero, donc les abattoirs de Madrid, va être un lieu fort de l'art contemporain. Et il se trouve que dans cette stratégie, eh bien, ce n'est pas la seule. Carlos, c'est à vous. Oui, Matadero, que je pense que nous verrons après, il représente une grande opportunité pour Madrid parce que, comme disait James Stirling, chaque décision doit couvrir au moins deux objectifs. Matadero n'est pas seulement un projet culturel, c'est un projet urbain qui fait partie d'un projet de le fleuve que nous verrons, et en même temps récupère un très important patrimoine industriel. Et on donne à la cité un grand centre culturel métropolitain tout dédié à la création contemporaine en cherchant les travaux interdisciplinaires. En travaillant en concertation avec l'initiative publique et privée non lucrative. Si vous voulez, je peux commencer l'intervention. Mesdames et messieurs, excusez-moi pour mon français. En tant qu'architecte et coordinateur du secteur art et culture de la mairie de Madrid, j'ai choisi pour ma présentation d'apporter un regard culturel en commençant pour l'avenir de notre passé. Madrid est la capitale d'Espagne depuis 1561 et c'est dans son palais royal qu'ont été gouvernés le destin des territoires des 4 continents. De ce fait, nous avons hérité d'un centre historique et d'un patrimoine immobilier très vaste et divers. Après avoir œuvré à la protection, grâce au travail constant de restauration, nous pouvons ouvrir dans ce moment au public de nouveaux immeubles prestigieux et réhabiliter d'autres immeubles à des fins publiques ainsi qu'utiliser l'espace urbain comme un centre d'une action culturelle publique de qualité. À ceci se rattache un patrimoine artistique unique. À Madrid, on peut apprécier l'histoire de la peinture universelle à travers de chefs d'œuvre comme dans aucune ville. Une fois achevé l'arrondissement de 3 grands musées d'art, le 4e chantier sera le musée des collections royales qui est en construction. Madrid est aussi la capitale de la langue espagnole qui 438 millions de personnes parlent dans le monde et qui nous unit à la communauté hispano-américaine. C'est aujourd'hui une ville ouverte, attrageante, qui irradie par son énergie. Quelles données? La municipalité couvre 604 km², plus d'un tiers est composé de parcs et forêts protégées. La population est de 3,2 millions habitants et grandit d'une dizaine d'années. Grâce à l'immigration hispanophone, il y a une population servée de 6 millions. Ces dernières années, le nombre de touristes est considérablement augmenté et la ville continue d'attirer des flux de capital étrangère. Le produit intérieur brut est de 130 000 millions d'euros. Le 80% est produit par le secteur des services, mais le plus remarquable, c'est que la ville augmente sa richesse alors que les revenus moyens convergent. Depuis quelques années, Madrid attire les touristes, les investisseurs et les talents, augmentant ainsi la cohésion sociale, bien que les données changent et qu'il soit nécessaire d'ajuster les politiques à la nouvelle situation.
Les objectifs stratégiques de l'équipe municipale à laquelle j'appartiens sont d'améliorer la qualité de la vie, l'intégration sociale et l'internationalisation, avec deux idées majeures. Travailler de concert avec les autres administrations et de faire avec l'aide des meilleurs. La première Grand Paris tourne autour du transport public qui fait partie des trois objectifs, sachant que la distance se mesure en temps et que le temps est le principal bien que nous pourrons recevoir. L'aéroport de Barajas, point stratégique, est la meilleure entreprise de Madrid et c'est la porte de l'Europe pour des millions de voyageurs de l'Amérique. La nouveau terminal 4, œuvre de Rogers et Lamela, couvre la demande envisagée jusqu'à 2027 et a permis un fort accroissement du nombre de voyageurs. Barajas est aujourd'hui un des aéroports les plus opérationnels en termes d'efficacité. Madrid est au centre de la péninsule et c'est le kilomètre zéro de tous les réseaux ferrés. Parmi eux, l'AVE, train à grande vitesse. Aujourd'hui, la gare d'Atocha, rénovée par Moneo, nous relie pour AVE à 13 grandes capitales de l'Espagne et est prévu qu'en 2020, Madrid soit relié à toutes les villes principales de l'Espagne. L'AVE a permis que Madrid soit l'unique capitale, le seul capitale d'une nation qui puisse en 2 heures être lié par la route à 6 grandes villes inscrites au patrimoine de l'humanité. La mairie et la région réalisent depuis 13 ans un effort d'ascension souterraine du métro, profitant du sous-sol meuble qui permet un grand rendement des machines qui creusent les tunnels. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands réseaux efficaces et bon marché qui continue de grandir à un rythme soutenu. Les transports publics collectifs de Madrid possèdent un très grand parc d'autobus récents et de qualité. À la fin de l'année, nous utiliserons des énergies renouvelables pour la totalité du parc que nous compléterons d'entreprise. La clé, c'est la connexion entre tous les systèmes. Excusez-moi. Non. Oui. Excusez-moi. La clé est la connexion entre tous les systèmes. En 5 ans, nous avons construit 4 interconnexions et nous en avons ampli un projet. Depuis la terminale 1 de Barajas, il faut 12 minutes en métro pour gagner le centre de Madrid. Et la bataille est en train d'être gagnée et aujourd'hui, le 74% des voyages du centre-ville s'effectuent en transport public. Parlons d'urbanisme de transformation. Au service de plusieurs lignes et stratégies, la mairie réalise seule entre 2004 et 2007 une œuvre publique ambitieuse. Elle a aménagé 15 km de voies souterraines sur une artère de la M30 près du fleuve. Ce grand travail a amélioré la sécurité et la fluidité du trafic routier, a réduit l'émission du gaz dans l'atmosphère et permet de créer maintenant un parc de 5 hectares près du fleuve qui traverse la ville du Monte del Pardo au Parque del Manzanares. Par ailleurs, cela éliminera une barrière historique entre ceux de différents niveaux économiques grâce à la nouvelle connexion sur le fleuve. C'est une partie essentielle de notre proposition olympique pour laquelle nous comptons sur les talents de Dominique. À propos de la candidature olympique, les projets Madrid 16, il faut dire que plus de 70% de l'infrastructure nécessaire est déjà construite. Le projet Rio comprend les nouveaux grands centres culturels Matadero Madrid, que nous avons parlé, de 14 hectares, dédiés intégralement à la création contemporaine et il est partiellement ouvert au public.
Les aires de réhabilitation intégrale sont un instrument clé pour gérer les trois administrations. Lavapiés est une des 10 où sont réhabilités des logements sociaux pour éradiquer les logements insalubres. L'espace public y est amélioré. Excusez-moi. L'espace public y est amélioré et il s'est créé de nouvelles institutions culturelles telles que la bibliothèque de l'UNED, excusez-moi, ou le théâtre Valle-Inclán. Le haut niveau du transport public a réduit le trafic dans les centres et nous envisageons de reconvertir les espaces initialement utilisés par les véhicules en espaces de promenade. C'est l'un des objectifs de base d'un projet de l'axe Recoletos Prado dirigé par Álvaro Siza. Dans cet axe sont rassemblées 16 institutions culturelles majeures avec en premier lieu le musée du Prado. Le projet améliorera la qualité environnementale de ces salons urbains. Le nombre de visiteurs de ces institutions augmente de manière exponentielle. Cela est dû en partie à l'extension de 3 grands musées et à l'ouverture de CaixaForum, de Herzog et du Meron. Le nouveau siège de la maire de Madrid dans le palais de Cibeles est en travaux et il comportera un centre culturel métropolitain dédié à la cité. Les stratégies en matière de culture et ville se base sur un effort exceptionnel de création et rénovation d'institutions culturelles avec une attention particulière sur les théâtres publics. En 2003, il avait 7 théâtres publics avec 8 salles. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 11 et comptent 17 salles. Parmi eux, le Théâtre du Canal ouvre de Navarro-Valdeberg et actuellement, il s'en construit 2 en plus. Au nord et nord-est, on concentre les secteurs financiers. Dans le complexe de 4 tours se situe le Centre international de conventions. Cette offre de Tuñón y Mansilla permettra d'organiser des congrès internationaux de grande envergure et sera un nouveau symbole de la ville. Le complexe s'inscrit dans le cadre de l'opération Chamartin qui se développe sous les voies des chemins de fer et permettra d'offrir une grande surface du sol dans le secteur des affaires. Pour donner plus d'avenir au palais des expositions IFEMA, qui est la 2e entreprise de la ville, nous avons doté de 50 hectares de surface au sol. Dans l'urbanisme d'extension s'inscrit la nouvelle ville de la justice de la Communauté de Madrid, située près de Barajas. Les nouveaux développements résidentiels créés garantissent l'avenir. L'entreprise municipale de l'habitat du sol met l'accent sur une politique forte de logement social de grande qualité et d'innovation dans lesquels sont impliqués des dizaines d'architectes espagnols et étrangers. Cette entreprise publique possède 2 millions de mètres carrés en réserve. Dans le domaine de l'environnement, Madrid traite les 100% de ses eaux résiduelles depuis 1984 et aujourd'hui, 18 parcs sont arrosés grâce à l'eau recyclée dans les 8 stations d'épuration. Le parc technologique de Valdemín-Gómez, de 200 hectares, traite la totalité des résidus de la ville, en recycle entier et génère de l'énergie pour biomasse. Il est prévu qu'en 2013, les nécessités énergétiques de Madrid seront couvertes à 7%. Je terminerai en mentionnant le parc public. Il y a un 5 en exécution et 3 autres en projet avec des critères durables.
Certains reconvertissent d'anciens friches comme le projet du Manzanares de Bofill ou celui de la Gavia de Toyo Ito. En somme, Madrid affronte avec énergie cette difficile étape en rêvant de construire une ville plus juste, plus ouverte, plus belle et plus créative. Merci beaucoup. Merci Carlos Bastan, et je sais les efforts que vous avez faits pour parler en français, je vous remercie beaucoup. Dominique Perrault, on vient de parler de la M30. Alors la M30, la M30, ça paraît complètement technique, mais c'est une des œuvres peut-être les plus extraordinaires, et j'ai noté que dans les dossiers pour le Grand Paris, précisément, c'était une référence dans le dossier de Rogers, encore une fois, sur la question des sutures, sur la question des infrastructures, comment on pouvait transformer de l'infrastructure en paysage et justement créer du lien. Donc, c'est là que vous intervenez, Dominique, sur précisément ces parcs avec créer du lien et puis cette boîte magique, la Caja Mágica, donc qui est pour le tennis, mais pas seulement. On va nous expliquer. Oui, merci Carlos. Et on pourra noter dans l'exposé de Carlos le foisonnement des projets et le foisonnement des architectes, ce qui est quelque chose qui a, comment dirais-je, fasciné le monde entier ces dernières années en Espagne, cette capacité d'ouvrir, d'accueillir et surtout de construire. Alors évidemment, construire, c'est un peu brutal et c'est pour ça que j'ai choisi cette première image avant de vous présenter le travail que nous avons fait sur le Rio Manzanares. Voilà le chantier qui se trouve au cœur de la ville de Madrid, un morceau du chantier qui se trouve au cœur de la ville de Madrid et qui consiste effectivement à enterrer à peu près 15 à 16 kilomètres de voies autoroutières qui longent la petite rivière, rien à voir avec la Seine à Paris, encore moins évidemment avec la Tamise à Londres, une petite rivière qui traverse la ville et qui était donc complètement cernée, encerclée par un réseau très constitué d'autoroutes. La ville de Madrid, il y a à peu près 2 ans, a donc décidé de lancer une consultation internationale auprès d'une douzaine ou une quinzaine d'architectes, avec comme idée de trouver au sein de ces équipes quelques approches, quelques regards, quelques sensibilités qui lui permettraient de développer petit à petit ce projet extrêmement ambitieux, extrêmement volontaire, sur lequel on peut s'interroger, qui peut nous poser questions et réflexions par rapport aux exposés et aux perceptions sur Paris. Il y a donc là effectivement un endroit éminemment historique, éminemment stratégique de la ville, sur lequel il y a une intervention brutale, violente, mais qui est une intervention dont le but à terme est effectivement de lier, de relier, de gommer en fait cette espèce de séparation entre les deux rives du Rio Manzanares. À l'issue de cette consultation, la ville a rassemblé un groupe d'architectes madrilènes, issus aussi des universités, de l'école d'architecture. Ce groupe travaille sur le développement non seulement du projet d'aménagement d'un long parc, mais aussi sur la mise en place juridique des documents d'urbanisme. Et elle a sélectionné 3 architectes, Herzog et Demeron pour une intervention au niveau du Palais Royal, nous au niveau d'une intervention sur la partie centrale, et Baldeweg, architecte donc espagnol, sur une intervention au niveau du Matadero dont parlait tout à l'heure Carlos. Ce que nous avons proposé en termes de projet, c'est un travail extrêmement direct sur 2 questions. La première question, c'est la question de l'eau comme matériau. L'eau qui n'est pas considérée ici comme un élément uniquement poétique, mais aussi comme un élément faisant partie de la vie physique, biologique. Donc d'inonder ou de reconquérir une grande partie des hectares qui ont été libérés grâce à l'enfouissement de ces voies routières, de reconquérir une grande partie de ces espaces par des interventions liées à l'eau, c'est-à-dire faire apparaître au cœur de la ville de Madrid la présence de l'eau,
une eau qui peut être évidemment ludique, sportive, une eau liée à la promenade, mais aussi une eau qui va servir, enfin, ou qui pourrait servir pour alimenter en eau potable la ville et la région, également une eau écologique, c'est-à-dire une eau qui permet d'être nettoyée par un ensemble donc de systèmes de plantation, et donc la création ici d'un paysage, une transformation donc de ce paysage avec la mise en place donc de cet élément qui par définition va couler, va s'infiltrer, va en fait occuper et s'approprier ce territoire qui est un territoire relativement difficile à cerner puisqu'il est lié à l'éradication stricto sensu du système autoroutier. À partir de l'installation de ces grands systèmes horizontaux de lacs ou de bassins, il y a la question du lien. Et ce que nous avons proposé, c'est en fait un travail extrêmement direct, c'est-à-dire poursuivre le tracé des voies, des rues, des allées, directement le prolonger sur l'autre rive. Et donc le dessin que vous avez ici n'a rien à voir avec une volonté esthétique. C'est un projet de no design, c'est plutôt un projet uniquement de géométrie, c'est-à-dire on prolonge le tracé d'une rive à l'autre et les tracés se croisent, se rencontrent, et à partir de cette espèce de travail lié au dessin stricto sensu et vraiment en 2D du tissu urbain, apparaît petit à petit des lieux ou des potentialités de lieux. Et cette idée étant évidemment en relation avec des questions qui sont afférentes à la relation que l'on a avec les réseaux de transport et les réseaux d'une façon générale, qui ont évidemment des vertus de lien si l'on va d'un point à un autre du réseau, mais qui ont aussi malheureusement des nuisances en termes de séparation de lieux, d'espace. Et là, il y a là donc un projet extrêmement radical qui cherchait à mettre en évidence, et vraiment de façon assez déclamatoire, l'idée qu'en fait, il y a évidemment reconquête au travers du tissage et du retissage du tissu, mais il y a aussi, surtout, reconquête au travers de la mise en place donc d'un travail qui considère la ville comme un paysage, donc quelque chose qui évidemment ne va pas s'arrêter à la construction elle-même ou à la reconstruction ou à la réhabilitation, mais qui va faire utiliser le bâti comme un élément d'un paysage qui est donc quelque chose de complexe, de multiple et de diversifié. Projet que l'on a développé qui a été considéré comme trop français, c'est-à-dire le prolongement du grand axe du Palais Royal. Pourtant, l'origine n'était pas volée, donc c'était relativement légitime. Toujours est-il qu'il y a eu, donc, au travers de cette consultation, une production de dispositifs, d'idées qui, liées à une réalité extrêmement douloureuse, car vous pouvez imaginer que la mise en place et la mise en œuvre et la réalisation d'un projet qui, jour et nuit, fait de la poussière, fait du bruit, perturbe complètement la vie des habitants, n'était pas le projet, le favori des Madrilènes. Et il y a donc eu, au travers de cette consultation, la volonté de la ville de mettre en évidence, une fois la partie désagréable du travail achevée, de mettre en scène et de mettre en place donc un dispositif d'appropriation petit à petit vis-à-vis de la population. Alors Madrid, c'est cette espèce de question qui nous, évidemment, qui nous interpelle, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment déclaré, dessiné, présenté, il n'y a pas un plan de stratégie, il y a des stratégies et il y a eu surtout ces dernières années des projets qui ont été lancés, réalisés avec évidemment la partie
positive du projet qui se fait, du projet qui va apporter des réponses, mais aussi une situation qui peut évidemment créer exactement l'effet inverse et donc une espèce de retour et même d'hostilité de ces grands projets publics au sein de la population. Donc il y a là, je trouve, un exemple qui pour nous est peut-être intéressant à suivre et à analyser par rapport à la situation et l'optimisme que l'on pourrait voir naître au travers du projet du Grand Paris, c'est-à-dire cette capacité à ouvrir, à lancer et à devenir des fois furieusement opérationnel. Et en termes de furieusement opérationnel, le deuxième projet, qui lui est un projet que nous réalisons à Madrid, qui est lié à la candidature de Madrid pour les Jeux Olympiques. Madrid qui a perdu avec Paris contre Londres la dernière fois, mais Madrid aujourd'hui entend perdre contre Chicago, donc elle a renouvelé sa candidature. Et effectivement, on retrouve là cet enthousiasme qui fait partie du lancement des projets en Espagne d'une façon générale. La boîte magique, tel est le surnom de cet équipement, de ce bâtiment, de cet équipement public, c'est le nouveau Teddy-Stadium de Madrid. En fait, il y a là un dispositif, une stratégie qui est assez semblable, par exemple, à celle que l'on a connue avec l'implantation du Grand Stade à Paris, c'est-à-dire la transformation d'un terrain à l'abandon, d'un site en déshérence, voire même inaccessible pour cette partie du parc Manzanares, donc au sud de la ville, bordé par le Rio. Là, nous sommes en rive de ville, juste au bord de la ceinture du boulevard périphérique de Madrid. Et donc, la ville a lancé cette opération, non seulement dans le but, effectivement, de nourrir sa candidature olympique, également d'offrir à l'ensemble de l'Espagne un lieu pour qu'il y ait des manifestations tennistiques de niveau international, mais aussi pour transformer cette partie sud de la capitale espagnole. Un terrain extrêmement pollué, un terrain enclavé, un terrain qui, en fait, a de grandes possibilités une fois qu'on peut l'atteindre, mais qui était complètement soustrait en fait à l'usage collectif que l'on pouvait avoir de cette partie sud donc de la cité. Il y a là dans le travail, la proposition, le concept que nous avons développé, une position aussi en ce qui concerne les bâtiments publics. Les bâtiments publics qui n'ont pas été un thème très abordé dans la stratégie, dans les stratégies évoquées pour le Grand Paris. Les bâtiments publics sont évidemment un levier très important en termes de développement, de sociabilité, de qualification de l'espace public et donc de transformation de la ville. Dans ces bâtiments publics et dans les grands bâtiments publics que je construis, il y a toujours cette préoccupation et cette tentative d'ouvrir le bâtiment public, que le bâtiment public ne soit pas un investissement qui soit exclu du système urbain, mais qui soit au contraire un bâtiment traversé ou non fermé, non ceinturé par rapport à l'espace public. La boîte magique, en fait, ce n'est pas seulement, effectivement, comme le disait Francis Rambert, un équipement pour y jouer au tennis, bien que le 8 mai, elle sera inaugurée, aura lieu un grand championnat de tennis. Donc, effectivement, le coup d'envoi solennel sera bien le tennis, mais en fait, c'est un bâtiment qui est qui porte le nom de bâtiment parce qu'il est construit, mais qui n'est pas vraiment un bâtiment au sens clos du terme. En effet, il y a un grand passage qui traverse cette boîte magique, qui permet de relier le métro qui a été récemment inauguré, tout au moins la station de métro du quartier qui a été récemment inaugurée, de traverser le quartier de logement,
tout à fait extrêmement dense, et au travers ensuite de prolonger au travers donc de la boîte magique un passage qui va permettre d'aller jusqu'au Rio Manzanares, c'est-à-dire jusqu'à la rivière, et aussi jusqu'au parc qui va lui longer ce Rio Manzanares pour revenir vers le centre de la ville. Donc il y a cette idée qui est de mettre en place un paysage qui est un parc d'une vingtaine d'hectares dans lequel se trouve cette boîte magique, mais également tout un dispositif de salles de sport qui, de par leur dimension, de par leur organisation, par rapport à des espaces publics, ce passage, les lieux qui entourent ces différents stadiums vont permettre de créer une espèce de plaza pour 20 000 personnes qui vont pouvoir soit l'utiliser, je dirais, à plein lorsqu'il y a des manifestations qui remplissent les 3 stades, mais aussi de façon tout à fait diversifiée, simultanée ou bien consécutive. C'est-à-dire il y a là 3 espaces, 3 scènes, si l'on peut dire, une petite, environ 3 000 places, une moyenne, 5 000, et puis la grande, un peu plus de 12 000 places, qui peuvent accueillir aussi bien des manifestations politiques que des manifestations liées à des événements publicitaires ou de mode, que des concerts, etc., etc. C'est-à-dire que l'idée de la boîte magique est telle qu'elle a été non seulement espérée mais soutenue par la ville de Madrid et par le maire de Madrid, c'est l'idée de bâtir un lieu qui soit utilisable, utile de jour et de nuit, été comme hiver. Ce qui explique entre autres tout ce système de toiture qui s'ouvre et qui se ferme, qui permettent d'être à l'extérieur ou à l'intérieur, qui permettent surtout de ne pas cantonner cet immense et important, tout au moins, investissement public à un strict usage dédié uniquement au tennis. Il y a là, donc, je trouve quelque chose qui est tout à fait important et intéressant et qui positionne l'architecture dans une situation de transformation. C'est-à-dire que autant le toit pour l'architecture est un élément symbolique, mais le mur, c'est quand même l'élément du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a donc dans la notion de construction des murs, évidemment, acte d'architecture, mais il y a aussi la notion donc de séparation d'un lieu par rapport à un autre. Ici, on est dans un travail qui est un travail où l'enveloppe de ce bâtiment est un tissu métallique, c'est-à-dire quelque chose qui effectivement protège du vent, de la pluie et également du soleil, mais qui laisse ouvert, à ciel ouvert, si je puis dire, cet espace qui est un espace offert et rendu surtout à ceux qui investissent. Merci.